Le Gabon, pays en voie de développement, multiplie les stratégies pour diversifier son économie et rehausser ainsi la contribution des PMI dans le produit intérieur brut national. Cette diversification est d'autant plus importante que le pays dépend fortement de l'étranger. Pour en sortir, le pays a défini une stratégie nationale d'industrialisation autour de 5 secteurs. L'heure de l'industrie est une émission de vulgarisation de cette stratégie. À l'heure où les ressources pétrolières se raréfient, la filière bois porte les ambitions de la diversification économique engagée par le Gabon. En effet, la forêt gabonaise occupe 23,5 millions d'hectares, soit 87% du territoire national. Celle-ci constitue donc un véritable atout pour un renouveau économique grâce notamment à la diversité d'essences de bois estimée à plus de 400. Fort de ce constat, le président de la République a fait de la filière bois un levier important de sa politique de diversification économique en interdisant l'exportation du bois à l'état brut au profit d'une transformation locale avant exportation. Puis la création en 2010 de la zone économique à régime privilégié de Nkok, spécialisée dans la transformation et la commercialisation du bois. Les retombées issues de ce choix stratégique sont perceptibles aujourd'hui avec 610 milliards de bois sciés et ouvrages exportés en 2022. Cependant, plusieurs problématiques restent en suspens, notamment celles relatives à l'accès à la matière première, l'acquisition de permis d'exploitation, les questions de design et de finition sur le territoire, la commercialisation et le coût élevé de vente des produits finis. Avec les agents du ministère du Développement industriel et des PMI, la direction de l'industrie du bois et de la commercialisation et l'incubateur GIA Gabon, nous tenterons de vous apporter des réponses claires afin de permettre aux très petites industries de se développer, mais surtout vous inciter à vous lancer dans l'industrie du bois. L'heure de l'industrie, c'est maintenant. Ce programme vous est offert par le ministère du Développement industriel et des PMI. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission gouvernementale, l'heure de l'industrie, émission produite par le ministère en charge du développement industriel et des petites et moyennes industries. Divisée en 3 parties, il sera question pour nous ce soir de vous révéler le potentiel industriel de notre pays, vous donner des outils pour entreprendre et surtout comment et où solliciter des crédits bancaires pour financer vos projets dans la filière bois. Pour ce premier panel, je reçois Madame Nina Samake Kaboubi, directrice, sinon directeur général de l'industrie du bois au ministère des Eaux et Forêts. Bonsoir Madame. Bonsoir à vous Madame. Comment allez-vous? Ça va, merci, très bien. Alors Madame, vous êtes le directeur général de l'industrie du bois au ministère des Eaux et Forêts. Pouvez-vous nous présenter ici les missions de votre direction générale et nous expliquer l'importance de l'industrie du bois dans notre pays? Alors la direction générale dont j'ai la charge, qui se prénomme la Direction générale des industries, du commerce du bois et de la valorisation des produits forestiers, a pour mission essentiellement de pouvoir mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine de l'industrialisation de la filière bois. Notre direction générale, elle a spécifiquement en charge 3 volets. Le premier, c'est de pouvoir encadrer tout ce qui est unité de transformation du bois, les orienter, les encadrer et suivre leurs activités. Le deuxième volet, c'est de pouvoir favoriser l'activité de transformation et de rebut industriel du bois, parce qu'au niveau du pays, on a beaucoup de déchets du bois, communément appelés. Et le troisième volet est celui de pouvoir suivre les activités de valorisation des produits forestiers autres que le bois d'œuvre. On peut citer ici et là, par exemple, les rotins, qui nous permettent de pouvoir avoir des meubles en rotin. On peut citer l'endoc, communément appelé dans le jargon et l'art culinaire gabonais, l'odika. D'accord. Voilà. On peut citer également l'iboga et j'en passe, la sève de Koumé et Moabi. Donc voilà un peu les prérogatives de la direction générale dont j'ai la charge. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau du Gabon, le secteur forêt-bois est un secteur très important depuis des années. Cela se fait ressentir logiquement par le nombre d'emplois qui est créé dans la filière, environ 12 000 emplois qui sont créés directement et indirectement dans la filière. Cela passe par le volet structurel, où en 2009, lorsqu'il y a eu la mesure d'interdiction, on avait 84 usines. Aujourd'hui, on en a 234. Cela passe par le volet économique, par la participation de la filière forêt-bois au secteur et au PIB national, qui est aujourd'hui environ de 3,5%. Cela passe par le volet environnemental. Notre forêt gabonaise aujourd'hui
Elle permet de capter, en termes de tonnes de carbone, 330 tonnes par hectare. Cela passe encore par cette forêt gabonaise qui aujourd'hui est un laboratoire vivant scientifiquement, de par sa diversité écologique, biologique, floristique et faunique. Donc, on le dit aisément, la participation vraiment de la filière, elle est effective. Alors, en 2009, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a interdit l'exportation des grumes. Quel est donc l'impact de cette décision, finalement, sur le territoire national? Il faut dire qu'en 2009, lorsque cette mesure courageuse a été prise et salutaire a été prise par le chef de l'État, il y a eu beaucoup d'encre qui ont coulé. Parce que pratiquement tous les partenaires de la filière n'étaient pas d'accord. Même nous, aux eaux et forêts, on n'était pas très d'accord. Mais bon, aujourd'hui, on peut affirmer aisément que cette mesure, elle est très importante pour le pays. Il suffit de voir les retombées. Avec la création de la zone d'investissement spécial de Nkok, on a 6 000 emplois qui sont créés environ dans cette zone économique. On avait dans le pays, comme je le disais tout à l'heure, 84 usines qui étaient créées en 2009. Et aujourd'hui, en 2022, on en a 234. En termes de retombées économiques, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 3,5% de participation au PIB national. Et donc, la remontée de la chaîne de valeur de notre bois gabonais, aujourd'hui, se fait ressentir. Aux environs de 2009, lorsque le bois était exporté sous forme de grumes, sur 10 emplois, il était créé un seul emploi au niveau du Gabon. Mais avec la remontée de la chaîne de valeur sur les 3 niveaux de transformation du bois, on voit 8 emplois qui sont créés au niveau du Gabon. Et donc, on a compris aisément que la mise en place des zones économiques est bénéfique pour le pays. C'est pourquoi aujourd'hui, on a encore la création de 2 zones économiques au niveau de la ville de Lambaréné, appelée communément Ikolo, et au niveau de la province de Haut-Togo, appelée Passali-Bombi. Et de par ces 2 zones économiques à Lambaréné, on verrait, lorsqu'elle sera dans sa deuxième phase d'exploitation, on verrait environ 900 emplois créés. Et au niveau de Passali-Bombi, on verrait près de 1200 emplois créés. Donc vous voyez aisément que lorsqu'on fait la remontée de la chaîne de valeur sur les 3 niveaux de transformation du bois, on peut réellement dire que le chef de l'État, le président de la République, M. Ali Bongo Ondimba, c'est un homme visionnaire et un grand homme. Et il avait bien fait de prendre cette mesure salutaire pour le pays. Il avait bien fait, je termine avec cette phrase, il avait bien fait de prendre cette décision. Alors place à notre premier reportage axé sur l'industrie Wood. Industrie et Gabon, cette entreprise qui, nonobstant l'impression d'inaccessibilité du secteur bois, certains Gabonais ont décidé de prendre le pari et de s'y lancer malgré les périples. Nous vous invitons donc à suivre ce reportage. On regarde. Boris est un jeune entrepreneur à la Wood Industrie Gabon qui fait dans le bois. Boris Wibalou, jeune entrepreneur gabonais. Je suis entrepreneur, je fais dans la foresterie. Ouais, donc je fais dans la foresterie, on fait dans la vente, l'achat, la transformation et tous les débités, donc les bois d'hiver, vers la première transformation à la 3e transformation. Donc on quitte de AIC jusqu'au FAS. Le bois et la forêt, c'est une histoire d'amour pour Boris. On a suivi de vouloir entreprendre. Dans tous les cas, on a commencé à observer comment ça se passe, on allait sur le terrain, ça nous a plu, parce que justement d'abord c'est une histoire de passion, d'amour pour le bois, c'est de la forêt. La forêt, c'est un peu mon dada. Donc du coup, le document au niveau de la forêt, c'est un peu compliqué. Donc il va falloir s'allier des personnes assez déjà bien positionnées sur le terrain et commencer à fabriquer sa petite fiche circuit. Avec ça, on va commencer à faire des petites transactions du genre, on va commencer à prendre un peu de débité pour amener d'un point A à un point B. Après, on a un grand agrément professionnel, on rentre dans le PDI et là, on peut faire l'exploitation. Donc on a commencé tout doucement avec, comme je disais, avec des partenaires qui, avec le temps, on a appris à se détacher. Aujourd'hui, on a notre propre compte. Voilà. L'administrateur général explique le fonctionnement de l'entreprise. Une journée de travail, c'est un peu une journée cumulative d'activités, que ce soit sur le plan de la gestion de la documentation, comme de la gestion de la clientèle. Il y a pas mal d'opérations à effectuer. Et donc ça commence le matin par la révision des activités de la veille et voir ce qui est urgent à faire en matinée pour pouvoir les administrer très tôt. En matinée, en milieu de journée, effectivement, voir les activités en cours qui concernent la journée
la journée en cours et puis en fin de journée, anticiper pour la journée qui suit. Donc c'est vraiment de façon stratégique et chronologique une discipline personnelle, une organisation et une structuration de tous les éléments dont on dispose pour administrer les tâches. L'usine est située à Minzik, dans le nord du Gabon. Il y a certes de bons contrats, mais cela n'empêche pas que Boris révèle quelques difficultés. La première difficulté qu'on a, c'est un peu notre administration. Notre administration qui ne nous encourage pas. Parce que c'est un domaine, vous allez remarquer, plus les Chinois sont entrés à l'intérieur, plus les Chinois, des expats. Les Gabonais, à part les eaux et forêts, seul établissement qui fait dans le bois au Gabon, c'est les eaux et forêts. Et les eaux et forêts, ils sont de côté de l'État. Donc nous, entrepreneurs gabonais, on a décidé de faire dans le bois. On n'a aucune, je veux dire quoi, on n'a pas d'aide pour commencer, on n'a pas des améliorations de notre côté. Ça veut dire que tous les exploitants gabonais n'ont aucune faveur devant les Chinois. Et du coup, nous, dans les chantiers, on n'accepte pas le bois d'un Gabonais dans une entreprise chinoise. Il faut avoir soit un Gabonais qui s'est battu pour avoir son usine à lui et qui peut accepter que d'autres Gabonais viennent travailler dans son usine. Sinon, on ne travaille pas. Boris a un seul projet d'avenir pour le secteur bois. Nous, personnellement, ou d'industrie Gabon, on aimerait faire dans l'export. L'export va nous ouvrir toutes les portes. L'export, pour moi, ce sera peut-être la première, sinon l'une des sociétés, sinon l'une des très rares sociétés gabonaises à faire dans l'export. Notre bois, on le vend de manière locale, c'est-à-dire qu'on vend à Comilo, on croit que c'est le meilleur client. Après, on vend coq, mais coq, ce sont les Chinois. Donc, vous voyez que les bénéfices entre quand nous, on affronte sur le terrain, eux qui atteignent le bois sur place au bureau, les bénéfices sont très moindres, qui fait qu'on n'arrive pas à avancer à des vitesses croisières. Pourtant, on est censé faire ça. Et nous a rejoint sur ce plateau Lydia Régnery, notre chroniqueuse avec La Voix du Peuple. Bonsoir Lydia. Bonsoir Marina. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, Madame Samake Kaboubi, nous venons de suivre un reportage axé sur l'entreprise Wood Industrie Gabon. Plusieurs faits peuvent être relevés, notamment les paroles assez fortes de Monsieur Bibalou, qui n'est autre que le directeur, sinon le propriétaire de cette entreprise. Il dit ceci: plusieurs expatriés inondent le secteur bois au détriment des Gabonais. Deuxièmement, les entrepreneurs gabonais se sont défavorisés. Alors, comment est-ce que vous, à votre direction, vous prévoyez d'accompagner ce genre d'entrepreneurs? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de la Direction générale des industries du bois, nous avons un service qui s'occupe notamment de tout ce qui est investisseurs gabonais. Et il y a un accompagnement qui est mis tant sur le plan juridique, structurel et organisationnel. Ces entreprises, lorsqu'elles se présentent au sein de la Direction générale, déjà en termes de paiement de taxes, ce sont des montants assez bas que nous mettons pour favoriser incitativement, pour favoriser les entreprises gabonaises. Ils ne payent pas la même chose que des capitaux étrangers. Et donc après, on a le devoir de pouvoir les encadrer, les orienter et pouvoir les mettre en relation avec les grandes entreprises pour favoriser et développer leur unité de transformation du bois. Donc c'est là quelques mesures que nous mettons en place. Après, nous invitons tout investisseur gabonais qui se trouve dans ce cas où ils ont des difficultés à pouvoir se développer, de passer notamment à la Direction générale des industries du bois, et on verra ce qui est lieu d'être fait avec ces entreprises. Place à notre question du peuple avec Lydia Régnery. Alors Lydia, qu'est-ce que dit le peuple ce soir? Écoutez Marina, la question du peuple, elle est extrêmement intéressante. Je vais m'adresser directement à Madame le directeur général. Madame le directeur général, comment pourriez-vous expliquer que les meubles faits à base du bois du Gabon soient aussi chers, sachant que cette matière première provient du Gabon? Que la transformation soit effectuée à l'extérieur ou localement, les produits finis sont vendus à des prix onéreux. Comment vous l'expliquez? Oula. Alors, ce que le Gabonais doit savoir, le Gabonais lambda doit savoir, c'est que tous les meubles exposés, que ce soit dans des grands showrooms ou des showrooms assez modestes au niveau de nos quartiers où nous vivons, tous ces meubles, quand ils sont affichés prix, vendus, il y a derrière beaucoup de charges. Il y a derrière beaucoup de charges qui sont prises en compte par les opérateurs qui exposent leurs meubles. Alors, ces charges financières commencent directement en forêt, par l'exploitation forestière. Ça passe par l'exploitation forestière, puis ça passe par le transport du bois, la traçabilité du bois, jusqu'à la transformation du bois et l'exposition du bois. Et donc, toutes ces charges financières font que le prix des meubles vendus serait un peu élevé.
Mais je vous prendrai un simple exemple. Lorsqu'on parle d'exploitation forestière, on utilise le carburant. On sait que le prix du carburant a augmenté. Lorsqu'on transporte le bois, c'est toujours le carburant. Lorsqu'on le transforme, le carburant intervient. Et vous voyez, après, il y a la main-d'œuvre, il y a les charges de séchage, il y a les charges d'électricité et tout ce qui va avec. Et donc, lorsque le prix est affiché, ce sont toutes ces charges-là que l'opérateur qui vend son meuble prend en compte. Après, c'est un Gabonais lambda ou un Africain ou une personne lambda, une entreprise lambda, elle doit prendre aussi en compte sa marge bénéficiaire. Et donc, 20% de toutes ces charges-là sont inclus aussi dans la marge bénéficiaire. C'est ce qui fait le prix du meuble aujourd'hui. Aujourd'hui, au ministère des Eaux et Forêts, avec les autres départements ministériels qui ont un lien avec l'activité de transformation du bois, nous sommes en train de réfléchir sur la thématique de la vie chère. Et là, on est en train de mettre en place un projet d'arrêté qui va permettre de fixer et ou de réguler le prix du mètre cube de bois vendu sur le territoire national. Là encore, on a une petite piste, un petit souffle que les Gabonais auront de par la création et la promulgation de cet arrêté-là. Votre préoccupation, Lydia? Non, ça me va. Merci à vous, Lydia. Nous allons suivre à présent un autre reportage. Il s'agit d'une femme qui fait dans la menuiserie une TPI, qui, malgré sa volonté de vivre son rêve et permettre à son business de quitter de TPI à PMI, soulève à son tour des obstacles pas tant que rencontrent bien d'autres compatriotes dans le même cas. On regarde. Travaillant traditionnellement le bois, le menuisier réalise des portes, des fenêtres dans le bâtiment, les meubles et les sièges pour l'intérieur de maison. Et à Okala, on en trouve des menuisiers, disons plutôt une menuisière. Elle s'appelle Bella. Je suis Thiomeni Bella, une jeune femme entreprenante qui travaille dans le secteur du bois et qui forme les jeunes de la menuiserie et l'ébénisterie. Quand je me lève le matin, je fais d'abord ma prière. Ensuite, je viens et je commence à nettoyer l'extérieur. J'ouvre et on enlève la poussière sur les machines, on fait du nettoyage, on fait d'abord tourner les moteurs de machine pour voir si ça va, ce qui fonctionne et ce qui ne va pas. Il y a des techniciens qui viennent, on fait sortir des choses et on commence le travail. La menuiserie a une place particulière pour cette jeune dame. Pour moi, tout a commencé dès que j'ai terminé mes études et je suis revenue reprendre la gestion de l'entreprise que mon père avait déjà ouverte, cette menuiserie. Ici, Bella agence du bois de différentes essences afin de réaliser une décoration d'intérieur. Je suis en train de faire un vase de décoration. Je me sers du gonflant comme support pour donner la forme et j'utilise des petits troncs d'arbres que j'ai taillés en rondelles pour les assembler les uns aux autres. Dès que j'aurai terminé, ça aurait pris la forme et je vais enlever le gonflant et ça va rester sur la forme d'un vase. Ça n'a pas l'air d'un grand travail, mais c'est quand même assez difficile. Malgré le coût élevé du bois, qui devrait être un handicap pour elle, Bella a régularisé la situation de son établissement. Nous sommes à jour. Nous avons notre agrément, nous avons payé notre patente, ça va, nous sommes à jour. Ah, mes projets d'avenir, j'en ai déjà commencé. C'est de faire une salle d'exposition Made in Gabon. Donc on n'aura pas à importer des choses, on va plutôt exporter ce qu'on aura déjà travaillé avec nos essences. J'ai déjà commencé à faire monter quelque chose qui n'est pas encore terminé, mais ça va se faire. Je suis plutôt à la recherche des investisseurs pour terminer mon projet.
Monsieur Léon Mébiam, vous que vous êtes le responsable à GIA Gabon, sinon chef d'antenne de l'estuaire, pouvez-vous nous présenter GIA Gabon, ses missions et les secteurs pris en charge par votre incubateur? Bon, l'appellation GIA n'en entendra plus parce que depuis le 31 mars, nous avons décidé maintenant de voler de nos propres ailes, mais c'est un projet de l'État. L'État a récupéré ce projet parce que l'État veut faire dans la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Cette mission est celle qui avait été confiée à GIA Gabon, d'où les incubateurs présents dans toutes les 9 provinces. Cette mission, c'est de former les jeunes dans l'entrepreneuriat, c'est de former pas seulement que des jeunes déscolarisés, mais c'est aussi des étudiants à travers ces programmes. Et comme ça, nous faisons aussi dans l'éducation financière. Et c'est ces différentes casquettes qui ont fait que GIA, l'État prenne justement ce qui était GIA pour l'accompagner dans justement cette formation des jeunes-là. Et GIA, depuis avec le projet CAP, qui était financé par l'Union européenne, qui a également pris fin le 31 mars, a pu comme ça accompagner un certain nombre de cohortes de jeunes pour justement les secteurs que je vous ai présentés tout à l'heure. Très bien. Prenons donc l'exemple de cette jeune femme qui fait dans la menuiserie. Comment l'incubateur GIA Gabon accompagne-t-il les entrepreneurs qui désirent investir dans la transformation du bois au Gabon? Donc, il y a un programme, on a à la fois formation, mais on a aussi un pôle accompagnement. Donc dans le pôle accompagnement, c'est là où on amène l'entrepreneur, à quelque niveau qu'il soit, à la conception des business plans, à la conception de business model pour justement permettre à ce jeune-là ou à cet entrepreneur-là d'être à même de défendre son projet ou son projet d'entreprise devant des bailleurs. C'est beaucoup plus GIA là pour cette formation et accompagnement-là. Bon, il était question aussi qu'on puisse s'entendre pour trouver un fonds d'amorçage parce qu'il ne suffit pas de former et d'accompagner parce que lorsqu'on a fini tout ça, le jeune est prêt maintenant à pouvoir aller sur le terrain des grands, aller dans le monde des marchés. Mais à ce niveau, c'est là où tout reste encore un peu à reconstruire, à colmater parce que... À revoir parce qu'il y a beaucoup de frilosité, beaucoup de peur quand même. Le risque, c'est pas trop ça dans le mindset de l'entrepreneuriat gabonais. C'est aussi bien des banques que les jeunes peuvent être prêts, mais il y a toujours ce risque-là que est-ce que c'est sûr que si je mets mon argent sur cet entrepreneur, est-ce que je suis sûr d'avoir un retour? Donc, est-ce qu'on ne va pas détourner mon argent? Voilà. Parlons justement de financement, la question du peuple, Lydia Regnery. Justement, Marina, la question du peuple concerne les financements. Monsieur Léon Mébiam, le gros problème que rencontrent les PMI gabonaises est l'obtention des financements. Quels sont les outils mis en place par GIA Gabon pour le financement des PMI gabonaises? L'ex-GIA Gabon avait déjà prévu de trouver de créer un fonds d'amorçage pour justement accompagner tous les jeunes, les soutenir jusqu'à la fin de la création, la mise en place de leur projet d'entreprise, la concrétisation matérielle de leur projet d'entreprise. Les projets étaient finalisés, étaient ficelés, mais à la dernière minute, ce fonds d'amorçage peine à prendre corps. Donc c'est encore une fois de plus l'État qu'on va encore solliciter, parce que c'est l'État qui est le père de tout le monde, qu'on va encore solliciter pour justement mobiliser les bailleurs et tous les autres acteurs pour justement avoir ce fonds d'amorçage-là, qui seront des financements à hauteur de même à partir de 3 à 5 millions. Et il y a des taux d'intérêt faibles, voire zéro, pour justement permettre en sorte que ces jeunes soient formés, remboursent et après ça forme d'autres jeunes. C'était ça l'esprit pour accompagner les jeunes que nous avons soutenus, partis de rien, pas de niveau, ou alors niveau universitaire, mais la question financière, le point de financement, c'est ce qui a causé problème. Et voici pourquoi on a prévu justement ce fonds d'amorçage. D'accord. Avez-vous quand même des résultats concrets? Bon, les discussions étaient en bon train avec le FIGIS. Les discussions vont bon train. Maintenant, on attend, comme je vous dis, est en phase transitoire. Il faudrait maintenant que l'État est en train de reprendre les choses en main pour restructurer les incubateurs, parce que c'est un pôle très important. Vous avez vu, ils ont quand même ouvert 9 incubateurs. Et il y en a même il y a un en coque sur le bois. Donc l'État est en train de revoir un peu toutes ces choses-là pour qu'il y ait véritablement maintenant un mécanisme fiable et un suivi. Donc on attend maintenant la suite avec l'État.
Merci à vous, Monsieur Léon Mébiam. Alors, une dernière question pour vous. Une des difficultés pour les industriels dans la filière bois est celle du design et des finitions des produits. En tant qu'incubateur, comment alors pouvez-vous accompagner nos industriels? Bon, il faut dire que le bois, c'est une logistique importante, c'est des moyens colossaux, considérables, et c'est des formations assez pointues. L'État a tout à gagner à vraiment ficeler ce secteur parce que les jeunes, il n'y en a pas assez, mais quand même, ceux qui sont là-dedans ont de la niaque, ont de la détermination. Mais il s'avère que nous, avec la première cohorte qu'on a lancée, on a rencontré quand même pas mal de difficultés à ce niveau, sur le plan logistique et matériel. Et là encore, il faudrait peut-être que l'État, je ne sais pas, défiscalise le matériel du traitement de bois et tout ce qui concerne toute la chaîne. Mais on va toujours se retourner vers l'État pour trouver des solutions. On va se retourner vers l'État pour non seulement mettre en place tout ce qu'il faut comme logistique derrière cette formation qui est très pointue, et tout ce qu'il faut aussi comme moyens financiers, économie de coûts pour le matériel. Parce que c'est vraiment, on l'a vu là, on a compris pourquoi c'était aussi cher. Voilà qui met un point final à notre émission, l'heure de l'industrie. Je rappelle que je recevais en première partie Madame Nina Samake Kaboubi, directeur général de l'industrie du bois au sein du ministère des Eaux et Forêts, c'était en première partie. Puis en deuxième partie, Lydia Rignori nous a rejoint. En dernière partie, c'est Monsieur Léon Mébiam, qui n'est autre que responsable à GIA Gabon et chef d'antenne estuaire. Voilà, c'est la fin de notre émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera toujours avec moi, Marina Boissa, et toute mon équipe technique cachée juste derrière la caméra. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur nos pages, les réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Au revoir. La stratégie nationale d'industrialisation est une opportunité offerte aux Gabonais pour développer des petites et moyennes industries capables de répondre à la demande intérieure et réduire les importations. Au-delà de créer des emplois et des nouvelles chaînes de valeur, les avantages concédés aux industriels permettent de détecter les talents et les savoir-faire de nos industriels et de créer une classe d'hommes d'affaires susceptible de soutenir une économie gabonaise prospère et solide. En un mot, la stratégie nationale vous permet de devenir riche. Alors, osez. Ce programme vous est offert par le ministère du Développement industriel et des PME.